Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez dire ce que vous voulez pendant 2 minutes. Je suis super content qu'on puisse projeter le film ici. C'était pas gagné quand je suis parti il y a quelques années en Australie pour le filmer. Donc voilà, c'est moi ça fait une petite dizaine d'années que je bosse sur le sujet de la saga Mad Max pour écrire un livre qui un jour finira par être terminé. Et au cours de mes voyages et des rencontres que j'ai pu faire, j'ai rencontré un gars que j'ai trouvé qui sortait vraiment de l'ordinaire. C'est un gars qui avait réussi une sorte de tour de magie. C'est la première fois que je voyais un gars qui aimait tellement un film qu'il avait réussi à partir et à vivre dedans, quoi. C'est-à-dire que le gars que vous allez voir tout à l'heure, là, il vit à l'intérieur de Mad Max 2, il vit dans les décors du film, entouré des costumes du film, des voitures du film, entouré par les techniciens, les gens qui ont fait le film, et c'est devenu toute sa vie, quoi. Et donc on est à la marge entre quelqu'un qui est complètement taré et quelqu'un qui a décidé d'en faire quelque chose pour les autres et essayer de faire comprendre aux gens pourquoi est-ce que le film était aussi important, quoi. Donc je trouvais qu'il y avait une belle histoire, donc c'est parti. Pour ça que je suis parti tourner ça il y a déjà un bon moment. 4 ans. Et donc quand je suis revenu avec des tonnes de rush, des heures d'images de kangourou, de trucs comme ça, j'ai tout donné à Richard. Et c'est Richard qui a fait le... Oui, à la base, tu es venu me voir parce que tu allais tourner quelque chose d'assez extraordinaire qu'allait faire Adriane, et que tu voulais contextualiser les images, et je t'avais dit, fais une interview de lui qui raconte un peu sa vie, et tu m'as ramené toute sa vie. Et ce qui était vraiment bien, c'est qu'en dérochant, très vite, j'ai vu qu'il y a une structure, en fait. C'est-à-dire que le gars a une méthode, en fait. Il fait pas ça n'importe comment, et il passe étape par étape, de simple fan à un peu plus que fan, à carrément faire un musée, et même carrément à être un historien et finir archéologue, carrément. Donc, et ce qui est bien, c'est que bon, ça fait un peu peur de dire le mec qui vit dans sa tête dans Mad Max et tout, mais c'est un gars, vous allez voir, qui a pas mal la tête un peu sur les épaules. C'est-à-dire que quand il fait quelque chose, il le fait plutôt bien. Alors il a la tête sur les épaules, il fait peur un peu quand même. Attention, ne spoilez pas tout. Ne spoilez pas tout. Je connais des gens qui collectionnent des cailloux des films. Merci en tout cas. On se retrouve après. Et puis sinon, j'ai rencontré George Miller quelques mois avant de tourner le film. Donc j'ai expliqué ce qu'on allait faire, il avait l'air plutôt surpris. On lui a pas encore envoyé, mais on va le faire. Et Mel Gibson, non, j'ai jamais réussi à le croiser, pas pour le moment en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est le musée du quadre, le musée du monsieur en fait. Oui, le musée qu'il y a, enfin le monsieur gère, combien de temps ça t'a pris en fait d'approcher le monsieur et de sympathiser avec lui et puis de le convaincre que t'étais suffisamment fan de Mad Max pour réussir à lui soutirer tout ce qu'il raconte. Je l'ai rencontré la première fois que je suis allé en Australie, donc ça devait être en 2014, quelque chose comme ça. Et 2013. Et c'était pour l'occasion d'un festival qui avait eu à Silverton. Et donc la visite du musée fait partie des choses qu'il y a à faire dans ce petit festival où il y a genre une quarantaine de personnes qui se réunissent. Donc on se balade sur les endroits où le film a été tourné, genre vraiment on visite la terre sacrée, et il y a visité genre le musée pour aller voir les reliques. Et donc j'avais demandé si je pouvais faire une interview, donc j'ai interviewé, et le courant est relativement bien passé parce que on parle un peu le même langage, quoi. Et puis genre un an après j'y suis retourné, j'ai passé 2 semaines chez lui, et puis l'année d'après j'y suis retourné, j'ai passé 2 mois chez lui, quoi. Et donc on est devenus de très bons amis. Donc le documentaire il a été fait sur assez long, hein.
j'y suis resté, je sais pas, un mois et demi en plein hiver, donc ça se voit pas trop, mais il faisait vraiment froid. Et généralement j'y vais plutôt en été. Mais bon, bref. Et donc, ouais, ça s'est fait sur un bon moment. Après, l'avantage que j'avais, c'est que quand je suis allé pour tourner le truc, je le connaissais déjà très bien, donc je savais quelles questions lui poser. Puis lui, c'est une vedette en Australie, il y a tout le temps la télé, il y a tout le temps. Donc c'est un très bon client, quoi. Il sait tout à fait ce qu'il faut dire, comment le dire. Et donc, il n'y a pas eu besoin de le convaincre. Hein. D'ailleurs, il m'a dit, hein, quand il m'a expliqué ce qu'il voulait faire, le projet, hein, je lui ai dit, mais quand est-ce que vous allez faire ça? Moi, je veux être là. Il me dit, non, mais si je t'en parle, c'est pour que tu viennes, et puis ça serait bien que tu viennes, genre filmer, peut-être on pourrait faire un truc. Mais à la base, ça devait être, on n'avait pas du tout prévu de faire un film ou un documentaire ou quoi que ce soit. Quoi. C'est venu après, j'ai dit, bon, je viens avec du matériel, on va essayer de faire ça mieux que ce qu'on avait prévu à la base. Quoi. Il y a une question là-haut. Oui, bonsoir, bravo pour le film. Juste une toute petite frustration de ne pas voir d'extrait d'aucun des films. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Merci. Eh ben, oui, alors nous aussi on est frustrés. C'est-à-dire qu'on avait prévu de mettre des extraits des films, et puis surtout, Adrian, il a une collection de plusieurs milliers de photos de tournage de Mad Max 2, donc ça nous aurait été très utile pour illustrer énormément de choses, sauf que la Warner n'a pas été hyper conciliants, ils nous ont dit un nom catégorique pour l'utilisation de photos de tournage qui leur appartiennent pas, et puis pour les droits d'image, c'était... Oui, on est une production très indépendante. Donc les images, c'est de l'ordre de 3 000 € l'extrait de moins d'une minute. Donc on est très indépendant. C'était un peu un projet, à la base, en fait, tu devais filmer l'exclamation, et puis c'est tout. Et du coup, on pensait que ça allait faire une petite vidéo de 10-15 minutes qu'on aurait mis sur YouTube, histoire de faire un peu de pro au musée, puis de faire kiffer les gens. Et c'est vrai qu'on n'avait pas prévu à la base que ça allait devenir un film de 55 minutes. Mais c'est vrai que quand j'ai déroché tout ce que tu as rapporté, toutes les interviews et tout de suite il y a une structure qui s'est imposée. Et c'est là qu'on s'est dit, mais ça peut faire quelque chose de 55 minutes qui tient la route, qui est vraiment passionnant à regarder. Et du coup, on n'a pas une structure qui nous a chaperonné et une prod en fait. Tout ça c'est arrivé après, mais c'était un peu difficile au niveau budget d'inclure des images du film dedans. Très très cher. Donc c'est sans les images. Donc on a essayé de tricher par moment en filmant des photos accrochées dans le musée, des choses comme ça, mais on a fait comme on a pu. Bonsoir, je suis étudiant en archéologie et je suis passionné de Mad Max. Je voulais... C'est magnifique. Qu'est-ce que je voulais dire? Si jamais il entreprend de faire une nouvelle fouille archéologique, ça serait avec grand plaisir. Mais est-ce que c'est vraiment un projet selon lui, donc d'après la dernière scène du film? Alors la dernière scène du film, c'est une demi-blague. C'est une blague, mais pas complètement. J'étais chez lui au mois de février dernier, et il a pour projet de faire tout le tour du campement. Et je lui ai dit, mais si les voitures ne sont pas là, elles ne sont pas sur les côtés. Il dit, non, mais il y a à tel moment, on voit tel truc, donc c'est forcément là. En tout cas, tant qu'il n'aura pas fait tout le tour, il lâchera pas l'affaire. Et puis, il y a aussi un moment, on est à Speculation Lake, donc c'est la scène où le gyrocapitaine traîne la bûche. Et quand on y allait, donc c'était en 2015, à l'époque, quand ils ont tourné le film, c'était complètement sec, quoi, parce que il sortait d'une grosse sécheresse. Mais là, quand on y allait, comme on voit dans le film, c'était un lac, quoi. Et il me disait, genre, là, déjà, il m'avait demandé avec le drone si je pouvais pas survoler toute la zone, parce qu'il voulait voir si
on ne pouvait pas voir la bûche à un endroit, quoi. Donc j'ai dit que non, c'était carrément pas possible, quoi. Mais on y est retourné donc au mois de février, quand j'étais chez lui là au mois de février, on est retourné à Speculation Lake, et là comme ils sont en pleine sécheresse, le lac avait été totalement sec, quoi. Donc on a marché pendant, je sais pas, 4 heures à 4. Lui, Terry, le gars qui a reconstruit le petit hélicoptère là, qui est maintenant fini, et puis ma copine et moi, on a marché pendant des heures pour essayer de trouver ce truc, alors que tous ses potes qui ont bossé dans le film lui disent tous, mais la bûche elle a fini dans un bidon cramé direct après, enfin tu la retrouveras jamais, quoi. Mais bon, il s'accroche, il espère toujours, je pense, jusqu'à la fin. Un peu obstiné, oui. C'est un grand rêveur, quoi. Mais sinon, ils ont fait depuis une autre fouille le long de Menindee Road, c'est la grande route droite où il y a la poursuite finale du film qui a été tournée. Ils ont retrouvé le camp où l'équipe s'était installée pendant le tournage. Et donc ils ont creusé cet endroit-là, ils ont retrouvé... le problème c'est qu'en fait ils avaient fait un grand trou qui servait de poubelle, ils avaient jeté plein de trucs, mais même si les conditions elles sont bonnes, parce que c'est hyper sec, donc ça se détruit, ça se préserve bien, il y a quand même la plupart des trucs, le papier, tout ça, tous ces trucs-là, avec le temps ça disparaît, quoi. Mais bon, il reste encore peut-être des choses à... Enfin, en tout cas, tant qu'il n'aura pas fait tout le tour du... Mais bon, après, c'est d'archéologie au tractopelle, hein, c'est pas... Je peux monter une équipe de bénévoles sans problème. Ah bah, si tu veux aller là-bas pour faire un coup de main, je pense qu'ils seront contents, ouais. Bonsoir. Dans votre film, il semble qu'il se soit concentré sur les 2 premiers épisodes de Mad Max. Et qu'en est-il de l'épisode 3 et 4 ? Merci. Alors, d'une manière générale, dans la communauté de fan hardcore de Mad Max, il y a un problème avec le 3. Personne semble aimer le 3e épisode, sauf quelque chose que j'essaye de comprendre, mais j'ai du mal à comprendre. Il y a un nid de fans de Mad Max 3 en Italie. Et ça, je ne sais pas pourquoi, mais les Italiens semblent apprécier Mad Max 3, quoi. Au-delà de ça, à part les gens qui ont tourné dans le film, personne n'a vraiment dit du bien de ce film. Donc c'est un des buts aussi de mon bouquin, c'est essayer de réhabiliter, pas dire que le film il est réussi, hein, parce que ça c'est mort, mais c'est de réhabiliter au moins ce que Miller a essayé de faire et qui est vraiment intéressant avec ce 3e épisode. Pour Mad Max 4, il y a un gros contentieux entre les fans hardcore, surtout australiens, et Fury Road. C'est que la première chose, ils ramènent l'intercepteur, ils la détruisent au bout de 2 minutes, et ça, les gens, ils ont pris ça comme un affront personnel. Ils étaient là genre, Georges, pourquoi tu nous as fait ça, quoi ? Pourquoi tu nous ramènes l'intercepteur que tu as détruit pour la détruire au bout d'1 minute, quoi ? Et ça n'a pas plu. Et l'autre chose, c'est que Fury Road s'est tourné en Namibie, et pas sur la terre sacrée australienne, c'est pas du sable rouge, et donc il y a... Quand le film est sorti, j'étais quelques mois après, j'étais chez Adrian, et Adrian il était furax contre le film, il n'avait pas du tout aimé, et pendant un peu plus d'1 mois où j'étais chez lui, il passait la journée à m'en dire du mal, et le soir quand on buvait une bière, on regardait le film. Et on a regardé le film tous les soirs pendant 1 mois. Donc voilà. Et il était là genre, ah non. Après, il y a aussi une autre chose, c'est que la plupart de ces gens-là, c'est des garagistes, et comme dit Terry à un moment, eux, ce qu'ils kiffent, c'est les construire, les conduire et les défoncer. Et dans Fury Road, les véhicules sont tellement over the top qu'ils ne sont pas vraiment concernés, parce que fabriquer des trucs comme ça, c'est plus les voitures australiennes, juste un peu customisées, repeintes, ou avec 2-3 accessoires, comme il y a dans les 2 premiers, quoi. Et pareil dans le 3e, hein, c'est des gros buggy un peu chelous, complètement désossés. Ouais, Mad Max 3, c'est un truc dont généralement les gens préfèrent ne pas parler. On remarque quand même qu'à un moment sur sa plaque, c'est Fury Road. Oui, alors, parce qu'en fait, comment dire, quand ils étaient en train de préparer Fury Road, ils se sont installés à Broken Hill, et ils ont dégagé une partie après les plaines de Mundi Mundi, ils ont fait une grande piste où ils ont testé toutes les cascades pendant presque 1 an, quoi. Et donc Adrian, il a été invité
à voir les cascades et puis à des répétitions et à visiter surtout le grand entrepôt où il y avait tous les véhicules, quoi. Donc pendant, je sais pas, une dizaine d'années, dans la communauté de fans, il y allait avoir un nouveau Mad Max, donc c'était, donc il a eu les plaques à cette époque-là, c'est parce que c'était genre, ouais, bon. Ouais, moi je sais, j'arrive pas très bien à comprendre s'il a aimé le film ou pas, parce que un film qu'on n'aime pas, qu'on est capable de regarder encore et encore. Mais bon, en tout cas, non, il reste. Et lui, de toute façon, son truc, c'est vraiment Mad Max 2, quoi. Mad Max, mais surtout Mad Max 2, quoi. Et chez les fans hardcore, il y a Adrian à Silverton sur Mad Max 2, il y a d'autres gens, les plus gros fans de Mad Max 1, c'est les Japonais. Après, chacun, enfin, c'est un peu comment dire, éparpillé, suivant les lubies de chacun. Pourquoi Mel Gibson, il n'est pas dans Fury Road? Ouais, en 2001. Non, en fait, à cause de la guerre en Irak, ils ont eu des problèmes d'assurance, le tournage a été reporté, puis après ça a été... et puis donc re-annulé, et puis relancé quelques années après. Non, avec Mel Gibson, non. Puis bon, Mel Gibson n'a pas un intérêt énorme dans Mad Max, hein. Ça n'a jamais été quelque chose qu'il a défendu avec passion, quoi. Donc, non, elle te concerne directement, puisque Adrian répond concernant sa découverte de Mad Max, mais toi, en fait, comment tu as découvert le premier et le 2, et est-ce que tu as amené ta mère les voir ensuite? Enfin, quel est ton rapport personnel, justement, à ces films? Le plus vieux souvenir que j'ai, c'est, je pense, à la sortie du premier en 81. Donc j'avais 6 ans à l'époque, et mes parents m'emmènent pour aller dîner chez des amis. Et je me souviens plus du tout de ces gens-là. Le seul truc que je me souviens, c'est l'affiche de Mad Max 1, l'affiche française accrochée dans le salon, en grand format. Et pour un gamin de 6 ans, une grosse bagnole qui arrive, une explosion, un mec en cuir avec un fusil, j'étais fasciné, quoi. Et après, quand le deuxième est arrivé, mon père est allé le voir, il m'en a parlé. J'avais 7 ans pour le second, j'étais encore trop petit, quoi. Et je me souviens quand Mad Max 3 est sorti, je voulais absolument acheter le Mad Movies où il y avait où il y avait l'affiche en quatrième de couverture, sauf que c'était un spécial gore en même temps, et que ma mère, quand elle l'a vu, elle a dit c'est mort, donc tu toucheras pas. Donc il a fallu que j'attende quelques années de plus, je crois 87 ou 88, où j'étais en banlieue parisienne, et le cinéma à côté de chez mes parents, on a organisé une nuit Mad Max, quoi. Donc j'ai bourré mon père pendant des mois pour qu'on puisse y aller. Il m'avait mis un ultimatum, il faut que tu aies de bonnes notes, etc. J'ai pas eu assez de bonnes notes, mais de toute façon il y allait, donc on y allait ensemble. Et donc j'ai découvert les 3 films à la suite. Et je me souviens avoir été hyper impressionné par le premier, mais surtout le début du 2, quoi. C'est-à-dire que quand il y a l'introduction en noir et blanc qui est en 4/3, j'étais hyper déçu. Je me suis dit genre, mais où est-ce qu'il est le magnifique scope du premier, quoi. Et quand le début du 2 part et que la caméra recule et qu'on voit ce scope magnifique, je me suis dit, le cinéma, ça devrait toujours ressembler à ça. On devrait toujours au moins ressentir quelque chose comme ça. Et donc, je me souviens à l'époque, j'étais gamin quand on jouait des jeux de rôle, des trucs genre Car Wars ou des trucs comme ça. On avait essayé avec un pote de refaire toutes les bagnoles. Et puis j'avais commencé à collectionner des trucs, à écrire dans les petites annonces de Mad Movies pour essayer de choper des cartes postales, des photos. Et donc quand j'ai commencé à me dire que je pouvais écrire un bouquin, j'avais un beau dossier comme ça d'archives sur Mad Max. Aujourd'hui j'en ai 8 mètres cubes. Donc, mais ouais, non, c'est la découverte au cinéma. C'est les 3 d'affilée en pleine nuit, dans une salle remplie, un peu comme lui, remplie de punk et de hardos. C'était pour un gamin de 13 ans. Je pense que c'était la meilleure manière de le voir, quoi. Donc, ouais, non, ça m'a bien plu. Moi, je l'ai découvert avec Aide de survivants, si tu veux. Je crois que j'ai dû voir le 2 en premier,
et j'ai dû voir sous le titre The Road Warrior. Donc je savais même pas que ça allait un rapport avec Mad Max. Enfin, en fait, j'avais du mal à faire le rapport entre le 2 que j'avais vu, qui était un univers complètement post-apo, et les photos du premier que j'ai vu très longtemps après, qui n'avaient pas grand-chose à voir. Je me dis, mais c'est quoi? C'est le même univers? C'est Mad Max 1, Mad Max 2, mais il y a un extrait de Road Warrior. Mais en fait, j'avais très peur de voir le premier Mad Max parce qu'il y avait toute cette histoire de censure. Enfin, c'était présenté quand tu n'avais pas vu le film, tu voyais les affiches, tu voyais les articles, c'était le truc le plus violent que tu aies jamais vu, et tout comme ça. Et du coup, vu que j'avais vu que Mad Max 2 et Ken le Survivant, je me dis, ça doit être plus violent que Ken le Survivant. Je sais pas, j'avais 8-10 ans, je pensais ça. J'avais imaginé Mad Max premier du nom, où tu voyais des corps déchiquetés. C'est un peu comme ça qu'était vendu le film et tout. Et je l'ai vu, alors pour la première fois que je l'ai vu, c'était en mauvaise condition, c'était en VHS, pas une scan. Donc j'avais une opinion un peu bizarre du film, j'ai dit ouais, c'est moins impressionnant que le 2 et tout, et puis après le DVD est sorti. Là, donc j'ai bien mesuré l'impact du premier assez tard, quand il est sorti le DVD. Mais, voilà. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai associé Mad Max à Ken le Survivant. Juste pour terminer, quelle va être la suite de ce documentaire? Est-ce que après il y a le livre, si j'ai bien compris, mais est-ce que tu souhaites refaire un documentaire, poursuivre justement dans la réalisation? Alors ça me brancherait bien d'en refaire un autre, mais il faudrait que je trouve une bonne histoire, et surtout il faudrait que cette fois-ci j'ai une équipe ou quelqu'un avec moi, parce que j'ai tout fait tout seul, et faire des interviews, parler avec des gens dont on comprend la moitié de ce qu'ils disent, tout en surveillant un 5D, tout en essayant de capter le son, etc. C'était un peu fastidieux, quoi. Donc, et pour l'instant, mon seul objectif, c'est de ne pas mettre mon éditeur trop en rogne, et de finir dans les temps, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, quoi. Donc j'ai encore à peu près 2000 pages à écrire. Sur les 12 000 déjà écrits, c'est pas grand-chose, donc ça devrait venir l'année prochaine. Okay. Excusez-moi. Pardon. Pas sûr. Pas ce petit, mais non, pas vraiment. Désolé. Tout en haut, quelle exploitation est prévue pour le documentaire? Télé, DVD? Alors, on est très indépendants. Festival, et puis après, on règle des trucs et on verra. Mais pour l'instant, c'est plutôt festival. Il est plutôt demandé. Il y a les 40 ans de Mad Max en 2021 à Broken Hill. Donc, on vise une projet là-bas. Voilà. Pour l'instant, on va faire le tour un peu du festival. Un Blu-ray. DVD, je vais pas entendre parler. VHS, non. Planet Scan. Mon Dieu. Merci à vous.